Avril prochain sous la Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Du 9 au 14 avril prochain sous la verrière du Grand Palais, Dassault Aviation et Amaclio présentent un grand spectacle dédié à la conquête de l'air. Franck Ferrand nous en dévoile les secrets cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Quelque chose me dit que ce spectacle sera l'un des plus beaux et incontestablement l'un des plus marquants de cette année 2016. Et c'est une chance que nous puissions en parler ainsi en avant-première avec le président de Dassault Aviation, Monsieur Trappier, et le patron d'Amaclio, François Nicolas. Quant au concepteur, au metteur en scène, il n'est autre que le talentueux Bruno Cellier, qui lui aussi est avec nous cet après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Olivier sur l'origine des avions. Ça tombe bien. Il y a dans le studio Coluche des personnes plus habilitées que moi à répondre à une telle question. Alors justement, je vous propose de faire un bond d'un gros siècle en arrière pour revenir à ce merveilleux temps des premiers aéronefs à moteur. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un jour, en récréation dans la cour de l'école, il faisait très beau. J'ai levé les yeux vers le ciel et je vis le Wilbur Wright du comte de Lambert doubler la tour Eiffel pour la première fois. Je n'avais jamais vu d'avion et j'ai compris que l'aviation était entrée dans mon esprit et dans mon cœur. Nous sommes en octobre 1909 et c'est un adolescent qui vit cette scène, comme l'ont vécu évidemment des centaines de milliers de nos ancêtres. Un adolescent, il a 17 ans, il s'appelle Marcel Bloch. Il est le témoin fasciné de cette grande première, Paris, survolé par un aéroplane. L'exploit est donc signé Charles de Lambert, à bord d'un biplan. Un biplan, c'est un avion pourvu de deux ailes portantes superposées, vous savez. Cet événement est un nouvel épisode de la révolution de l'aéronautique, une révolution en marche depuis quelques années, volée dans les airs à bord d'appareils équipés d'hélices. Marcel Bloch, vous dis-je, un jour, il s'appellera Marcel Dassault. Je vous propose de faire d'aller un tout petit peu en arrière. Nous remontons à Noël 1908, nous sommes à Paris et alors que de nombreux habitants de la capitale sont au fourneau pour préparer le réveillon de Noël, d'ailleurs, il faut un froid glacial cette année-là. Il y a foule au Grand Palais. C'est en effet là que se tient le salon de l'automobile. L'automobile est la grande invention, c'est la grande affaire de ce début du XXe siècle. Salon de l'automobile dans lequel un espace a été réservé à la première édition d'un salon d'un nouveau genre, le tout premier salon international de l'aéronautique. On ne parle que de cela dans les journaux et il est vrai que l'affiche est prometteuse. Je l'ai d'ailleurs sous les yeux, cette affiche, elle est spectaculaire. On n'y voit quasiment qu'un dirigeable, pour tout vous dire, parce qu'à l'époque, on ne connaît grosso modo encore que l'aérostation. En tout cas, c'est ce que les gens ont à l'esprit. On voit des ballons, des dirigeables, des aéroplanes, la fine fleur de l'aéronautique de l'époque. Le salon est prévu pour une semaine, il doit durer jusqu'au 30 décembre 1908. Ce salon est une idée de l'Association des industriels de l'aéronautique, dont le président est Robert Esnault-Peltry. C'est lui qui a été le premier à avoir réalisé entièrement son propre aéroplane. Il veut montrer au public les fabrications françaises les plus extraordinaires. Ce salon va être inauguré en grande pompe, non pas pour l'aviation, disons-le honnêtement, mais pour l'automobile. Il va être inauguré en grande pompe par le président de la République de l'époque, c'est Armand Fallières. Alors, on tient ce salon à quel endroit ? Au cœur même de Paris, dans ce qui, quelques décennies plus tôt encore, s'appelait le Palais de l'Industrie. On a rasé complètement le Palais de l'Industrie, on l'a reconstruit pour l'exposition universelle. Il y a maintenant, au bord de la Seine, deux grandes bâtisses qui sont à elles seules une sorte d'évocation superlative des arts 1900. C'est le Grand et le Petit Palais. Et là, nous sommes sous la verrière du Grand Palais, construit donc pour l'exposition universelle de 1900.
Il était prévu du reste que ce Grand Palais soit démoli dès 1906 et puis on s'est dit qu'il était trop beau, décidément trop pratique, trop central parce qu'il est en plein cœur de Paris, il est au bas des Champs-Élysées, il est dans un endroit idéal bien entendu et le Grand Palais est demeuré en place. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai des souvenirs un peu vagues de cela, mais qu'il a été question il y a quelques années de nouveau de démolir le Grand Palais parce que la verrière était en très mauvais état. Je n'ose vous donner le nom de la ministre de la Culture qui avait eu cette idée saugrenue et d'ailleurs je crois qu'elle n'a pas survécu, en tout cas sa carrière politique n'a pas survécu à l'idée en question. Lors de ce premier salon, les voûtes du Grand Palais abritent donc principalement des ballons dont la France est en quelque sorte le berceau, mais depuis une dizaine d'années, le domaine de l'aéronautique, vous le savez, n'arrête pas d'évoluer. Il y a tout un tas de jeunes hommes, ils ont entre une vingtaine et une trentaine d'années, qui arborent fièrement la moustache de leur époque. Ils sont issus de tous les milieux, généralement de milieux plutôt aisés, et ils inventent, ils construisent ces espèces de machines nouvelles. Ils sont tout à la fois fabricants, pilotes, on pourrait presque dire pilotes d'essai. Ce sont les fameux chevaliers du ciel qui ne reculent devant rien, qui enchaînent les records et rêvent de grandes traversées en dépit d'un certain nombre d'échecs et d'accidents, dont pas mal d'accidents tragiques, bien entendu. 15 machines suspendues aux formes étranges, faites de bois, de fer et de toile, sont les attractions véritables de ce salon. On imaginait que le public aurait les yeux rivés aux longs moteurs, aux bouchons de radiateurs et aux roues à rayons des automobiles de l'époque, et en fait tout le monde a le nez en l'air vers ces aéronefs et ces aéroplanes. Si j'ose dire, l'étoile de ce premier salon, c'est un aviateur de 34 ans qui s'appelle Henri Farman. Quelques mois plus tôt, un matin glacial de janvier 1908, Farman a réalisé sur le terrain de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux, devant les commissaires de l'Aéroclub de France et devant quelques témoins, le premier vol en circuit fermé à bord d'un appareil, le Voisin, en référence aux frères Gabriel et Charles Voisin qui ont fondé leur société d'aéronautique. J'ai eu la chance d'interviewer, il y a longtemps, cela bien sûr, il y a plus de 20 ans maintenant, l'un des témoins de cette scène. C'est un beau souvenir pour moi. Il s'appelait Monsieur Benjamin Renard. Il était centenaire à l'époque et il faisait partie des ados qu'on avait allongés dans le champ d'Issy-les-Moulineaux, les yeux rivés à la pelouse, si je puis dire, pour voir si oui ou non l'avion décollait, de combien et combien de temps il restait en l'air. Henri Farman a réussi ce que personne jusqu'à présent n'avait réussi à accomplir, partir de 2 poteaux, faire 500 mètres jusqu'à un bout du terrain, puis de nouveau 500 mètres jusqu'au point de départ. Vous imaginez ça? 1 kilomètre en l'air, 1 minute 28 en l'air. Quelques semaines avant l'ouverture du salon, le 30 octobre, Farman a réalisé un autre exploit. Il est parti cette fois du camp de Châlons dans la Marne, à bord de son biplan. Il a fait 27 km en 20 minutes. C'est ça qui est fascinant avec les toutes nouvelles inventions, c'est que les progrès y sont généralement très rapides et qu'on voit à la vitesse, on voit à vue d'œil en quelque sorte, progresser, se développer l'invention. C'est exactement ce à quoi on assiste en ce début de XXe siècle. Farman survole les villages, les flancs de la montagne de Reims. Il est au-dessus de la cathédrale de Reims. Il vole haut, très haut, très très haut pour l'époque. Imaginez, il est à 25 mètres de hauteur. L'extraordinaire musique de Richard Strauss sous la baguette d'Herbert von Karajan pour évoquer les grands espaces que sont en train de découvrir, pour évoquer le ciel que tutoient désormais les vedettes de l'aérostation et de l'aéronautique de l'époque. Alors bien sûr qu'on parle beaucoup d'Henri Farman, mais on parle aussi d'un certain Louis Blériot qui, dès le salon de 1908, salon pourtant essentiellement réservé à l'automobile, présente déjà 3 aéroplanes. Blériot a commencé, comme beaucoup de ses concurrents, par travailler dans l'automobile. Il fabriquait des phares, lui d'ailleurs, pour tout vous dire. Et puis, il s'est tourné vers l'aéronautique. Il a toujours cette casquette vissée sur la tête, à l'envers, la visière derrière. Il n'est pas tout à fait comme les autres, Blériot. Il conçoit des appareils au fuselage désentoilé qui sont habillés de papier de Chine qui présentent le double avantage d'être d'une souplesse quasiment inégalable et d'être en même temps très résistant. Louis Blériot vole donc à bord d'avions en papier
à pied, si j'ose dire. En tout cas, l'image est belle. Blériot a certes effectué le premier voyage aérien avec escale le 31 octobre dans la Beauce. Il s'est pesé aussi d'ailleurs avant de monter, mais il s'est posé 2 fois au cours de ces 30 kilomètres de trajet. Mais il rêve, bien sûr, lui aussi, toujours plus grand, toujours plus haut. Le samedi 25 septembre 1909, alors qu'un dirigeable, le République, s'écrase dans l'Allier et provoque la mort de 4 militaires, le Grand Palais accueille la seconde édition du Salon international de l'aéronautique, toujours inauguré par l'indétrônable président Armand Fallières. L'affiche, cette fois, est nettement plus ambitieuse. C'est le premier véritable salon de l'aéronautique, d'ailleurs, c'est ce que nous disions avant de commencer cette émission. Ce n'est plus maintenant une annexe du salon de l'auto, c'est un salon de la locomotion aérienne. D'ailleurs, le titre exact, c'est Première exposition internationale de locomotion aérienne. On a connu des titres plus accrocheurs. Il n'empêche, le public n'a pas besoin de titres ronflants pour affluer sous la verrière du Grand Palais. Le salon va durer un petit peu plus longtemps cette année, 3 semaines au lieu d'1. Et sur l'affiche officielle, on découvre, il y a toujours l'éternel dirigeable, il y a l'indémodable ballon, mais l'aéroplane est là. Il semble être béni par un dieu ailé qui en fait est la reproduction d'un des trophées d'acrotère qui se trouve au bord du toit du Grand Palais. Plus de 380 exposants, dont 115 dans la construction ou la fourniture d'équipements aéronautiques. C'est-à-dire que là, c'est pas encore le salon du Bourget, on en est très loin, mais il y a déjà un peu de cela. Il est vrai que depuis le premier salon, celui de décembre 1908, les progrès ont été impressionnants. Je vous dis, on voit les inventions fleurir de semaine en semaine. L'industrie aéronautique française est la première du monde. Je ne parle pas seulement en importance, mais je parle également en date et en invention. Alors je sais bien que les Américains voudraient nous disputer cette place, mais il est inconcevable qu'ils le fassent avec des arguments sérieux, n'est-ce pas? Les Parisiens, désormais, ont leur propre aérodrome, Port Aviation, qui se trouve près de Juvisy. Ils sont en quelque sorte en première ligne. 1,5 million de personnes vont se rendre à la fin du mois d'août à la première manifestation internationale organisée à Reims. On appelle ça la grande semaine de la Champagne, avec au programme toutes sortes de démonstrations aéronautiques. La presse se fait l'écho de ces changements et le 20 juillet 1909, le Petit Journal s'enthousiasme dans ses colonnes. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la prose du journaliste de l'époque. L'aéroplane de l'avenir filera comme un bolide entre les couches d'air, véritable projectile dont il aura la vitesse et la forme. Il fera du 1000, il fera du 1500 à l'heure, et l'on mettra 10 minutes pour aller à Londres, 3 ou 4 heures pour atterrir à Pékin ou à Tokyo. On est en 1909 quand même. Combien il sera différent de l'énorme machine que nous connaissons. Les ailes auront considérablement diminué de surface, d'importance. L'appareil aura allongé sa silhouette et ressemblera à une sorte d'énorme cétacé. Ses surfaces portantes aussi réduites figureront des nageoires et dans son ventre, les passagers, enfermés pour être complètement garantis de l'énorme pression d'air semant le froid et l'asphyxie, recevront la lumière par des hublots épais. Mais c'est tout à fait extraordinaire, la puissance visionnaire de cet écotier de 1909. Le plus bel exploit de cette grande année de l'aéronautique, c'est celui du 25 juillet, vous le savez bien entendu, Louis Blériot, qu'on appelle le roi de la casse, parce que quand même il en a cassé du matériel. Eh bien Louis Blériot va effectuer la première traversée de la Manche à bord d'un aéroplane, le Blériot 11. C'est donc tout à fait logique que le grand personnage de ce salon de 1909 soit Blériot. D'ailleurs, son Blériot 11 est là exposé au centre de la galerie, sous la verrière du Grand Palais. Il attire la foule. De manière plus générale, et bien que les ballons et les dirigeables soient toujours exposés, je vous l'ai dit. D'ailleurs, c'est ce qui donne à cette exposition de 1909 sa beauté, parce que rien n'est plus beau, disons-le, qu'un grand aérostat. Eh bien, 3 fois plus d'aéroplanes sont présentés par rapport à l'année précédente, en tout une quarantaine. Et dans le Figaro du 25 septembre 1909, on peut lire, sous la plume de Franz Reichel, je cite,
De la galerie, on comptait les aéroplanes, étonnés de la main comme une fermière qui fait appel de son poulailler. Il y avait ça et là les oiseaux fameux, des biplans nouveaux, des monoplans improvisés, toute la descendance déjà glorieuse ou pleine d'espérance des 4 fondateurs des races aériennes, le Wright, le Blériot, le Voisin et l'Antoinette. Et partout, des souvenirs, des accessoires, 1000 choses appartenant à la science aérienne ou servant à la pratique de ces locomotions. Tout cela placé dans un cadre parfait, très simple mais ravissant de goût, et d'un ensemble si harmonieusement réussi que le président de la République, à son entrée dans la vaste volière, s'arrêta, étonné, charmé, et ne put s'empêcher cette exclamation admirative « Oh, que c'est donc joli !» Au milieu de tout cela, on peut voir également le Wright du comte de Lambert dont parlait Marcel Dassault au tout début de ce petit récit. C'est cet avion qui, après la clôture de l'exposition, va effectuer donc le fameux survol de Paris. Ça, c'est le 18 octobre 1909, avec plus de 100 000 visiteurs. Le Salon de l'Air, si je puis ainsi le renommer, est un succès sans précédent, un succès tel qu'il va falloir organiser un imposant service d'ordre pour essayer de canaliser une foule qui se dit que les jours passent et qu'elle n'aura pas le temps de tout voir. En décembre 1913, alors que notre Marcel Bloch, futur Dassault, sort diplômé de l'École supérieure d'aéronautique, le 5e salon de l'aéronautique présentera des matériels militaires. Oui, 1913, vous savez, on vient de remettre la loi de 3 ans, etc. La guerre est imminente, bien entendu. Les Blériot, les Farman, dont je vous ai parlé, en viennent à présenter des avions de reconnaissance. Ce salon marquera aussi l'apparition des nouvelles techniques aéronautiques avec des fuselages conçus en soufflerie, et oui, en 1913, des moteurs incomparablement puissants. Est-ce qu'on peut dire que, d'ores et déjà, l'ère des jeunes hommes fantasques et intrépides est en train de toucher à sa fin ? Louis Blériot, Henri Farman, Marcel Dassault, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la conquête de l'air sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Du 9 au 14 avril, sous la verrière du Grand Palais, Dassault Aviation et Amaclio présentent un grand spectacle que l'on va vous donner envie d'aller voir aujourd'hui, puisque Franck Ferrand, on va en parler de cette conquête de l'air avec vos invités Bruno Cellier, directeur artistique, scénariste et metteur en scène de spectacle, François Nicolas, président d'Amaclio, et Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation. Il faut dire à quel point, Bruno Cellier, cette naissance de l'aviation a été une très grande aventure. Ça faisait bien sûr très longtemps, ça faisait des milliers d'années que l'homme rêvait de voler comme tous ces oiseaux qu'il avait sous le nez, et voilà qu'il est capable de le faire, et voilà qu'il maîtrise cette air qui est en quelque sorte le refuge de tous les rêves. On part à l'assaut du ciel à la fin du 19e siècle. C'est ce qui est de merveilleux dans cette conquête de l'air, c'est qu'on touche à ce que Joseph Kessel appelait la chanson de geste. La conquête de l'air aujourd'hui, les constructeurs, les pilotes, les compagnons, les ingénieurs, tous continuent de se trouver confrontés à cet air, cet élément qui fait partie des 4-5 grands éléments. Et on voit combien c'est cette conquête d'un espace infini, la frange la plus proche, c'est l'air, l'atmosphère de cet infini, combien elle reste toujours à domestiquer, et l'air est le vrai patron. Le vrai patron, c'est lui. Donc l'avion doit absolument, pour avoir le droit de voler, il faut qu'il respecte certaines règles, et les hommes sont toujours dans cette recherche d'harmonie efficace pour que le rêve des pionniers continue encore pendant des décennies et des siècles. Je pensais ce matin, et je n'ai pas été capable de me rappeler dans quel tome ça se trouvait. Il me semblait que c'était dans Albertine disparue, mais visiblement c'est pas le cas. Je pensais à l'apparition du tout premier avion dans La recherche du temps perdu, et le temps que Marcel Proust consacre à la description de ce qui est une apparition. À l'époque, les villages entiers, dès qu'on apercevait quelque chose dans le ciel, un point, tout le monde s'arrêtait, on laissait son activité là où on l'avait prise, on ouvrait les yeux écarquillés vers le ciel et l'on admirait cet exploit en fait. Il fallait un culot inouï pour ceux qui, les Blériot, les Farman et les autres, les voisins, allaient comme ça à l'assaut des cimes.
Alors je n'ai pas le décompte exact des pilotes morts depuis les premiers essais, mais le pauvre malheureux l'Autrichien qui a sauté du premier étage de la Tour Eiffel pour essayer de voler, il y a encore des morts récemment dans des vols. Ça montre bien que ce mythe est toujours à l'œuvre et que cet état d'esprit des pionniers, il continue à fasciner. Il faut voir les centaines de milliers de spectateurs qui viennent au Bourget, qui fréquentent les différents salons, qui sortent lorsqu'il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de leur village. Ce mythe est toujours actuel et c'est ce qui est extraordinaire dans le spectacle que nous avons la chance de proposer, c'est que les trois, il y a l'air, qui est un mythe, il y a Icare et Pégase, on parle de grands mythes de l'humanité. Bien sûr. Et ces trois grands mythes vont porter toute la narration du spectacle. Alors si l'on va au bout du mythe d'Icare, à force de s'approcher du soleil, on voit fondre la cire qui tenait les plumes, installée par Dédale sur les bras et les épaules de son fils, et il va se brûler les ailes, c'est le cas de dire, il va chuter. Il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup d'accidents. Il ne faut pas oublier que cette conquête de l'air a été une conquête dure, une conquête assez exigeante en vie humaine. Oui, et c'est ce qui fait que souvent on parle d'Icare, on pense aux pilotes, mais c'est cette alchimie qu'il y a entre une passion, une admiration, une envie de voler. S'il n'y a pas derrière une immense raison et un développement implacable de la science, la sanction, c'est Icare, c'est la chute, le crash. Et l'aviation a cette particularité, c'est que l'erreur se paye cash, effectivement, et la chute, elle. Donc, il faut à la fois cette admiration qui porte toujours à lever les yeux vers le ciel pour voler, et à la fois être d'une rigueur dans le moindre des petits gestes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on avait déjà au début du XXe siècle, et encore aujourd'hui, quand on visite les usines et qu'on voit la précision qui va du premier boulon jusqu'aux effets les plus étonnants de l'aérodynamique, on a à la fois constamment ce rêve et à la fois ce souci de l'infiniment petit. Oui, et de la précision. Alors justement, à propos de précision, l'un de vos héros, l'un des fils rouges du spectacle dont nous allons parler dans un instant, c'est Marcel Dassault. On va y revenir. Quelles sont les grandes figures que vous avez mises en avant? Est-ce qu'on voit Farman? Est-ce qu'on voit Blériot justement dans votre spectacle? Oui, alors on n'a pas pu mettre tout le monde, parce que un siècle de conquête de l'air en 56 minutes, avec 61 séquences, il a fallu essayer de faire ressortir surtout des grandes thématiques. Ne pas oublier de traiter, on en parlait tout à l'heure, les compagnons, les ingénieurs, qui sont un peu ces hommes de l'ombre, qui permettent aux pilotes à Icare de prendre les airs. Sûr, oui. Mais on retrouve Dédale de l'affaire. Oui. Je dirais comme il y a deux grandes figures. Marcel Dassault, parce qu'il a à la fois une triple fécondité, humaine la première, mais à la fois c'est aussi un créateur d'avions, et puis il a créé une grande entreprise. Mais il a ce regard d'admiration. Il y a aussi la figure de Saint-Exupéry. Je dirais que Marcel Dassault avait le regard du ciel, de la terre vers le ciel. Saint-Exupéry regardait la terre vue du ciel. C'est ce double regard qui me permet d'animer et de présenter d'autres destins présents dans le spectacle. Je sens qu'on va beaucoup voyager dans ce spectacle. Vous savez, j'ai porté, en tant qu'appelé du contingent, j'ai porté l'uniforme de l'armée de l'air à une époque, et je trouvais étrange que sur cet uniforme tout bleu, on nous oblige à porter une cravate noire. Je disais, ce serait beaucoup plus joli qu'elle soit bleu marine. Et un général qui dirigeait le service où j'effectuais mon service me dit, mais enfin jeune homme, nous portons le deuil de Guynemer. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous revivons grâce à vous, Franck Ferrand, et grâce à vos invités, la conquête de l'air. Vous recevez Bruno Cellier, directeur artistique, scénariste et metteur en scène de nombreux spectacles, notamment les Luminescences d'Avignon, aussi en partenariat avec Europe 1 et le spectacle La conquête de l'air que vous pourrez voir au Grand Palais du 9 au 14 avril. Vous recevez François Nicolas, président d'Amaclio, et Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation. Alors justement, Éric Trappier, vous présidez aux destinées d'un des fleurons les plus extraordinaires de l'industrie française. Est-ce que lorsqu'on dirige Dassault Aviation, on a une pensée grande ou petite pour le fondateur, pour le célèbre Marcel Dassault? On a une pensée permanente, car c'est l'origine de notre société. C'est cette formidable histoire extraordinaire que vous avez commencé à conter de l'aviation et qui continue à faire rêver. C'est l'aventure des avions qui ont été développés sous le nom de Marcel Bloch puis de Marcel Dassault et encore aujourd'hui sous le nom de Dassault. Donc Monsieur une aventure Bloch Dassault, comme disait le général de Gaulle. Une aventure extraordinaire des hommes et des femmes qui ont composé cette société, de cette famille qui est toujours propriétaire
comme l'étaient tous ces débuts de l'aviation, avec, vous l'avez dit, les Breguet, les Voisins, les Farman. Breguet qui d'ailleurs a rejoint Dassault dans les années 70, Bien sûr. ça a été fusionné. Toute cette aventure repart du mythe de Marcel Dassault. Il nous a légué un esprit, il nous a légué une tradition. C'est quoi cette tradition ? C'est d'abord sa passion, vous l'avez rappelé, on a la passion de l'aéronautique quand on est chez Dassault. Il nous a aussi légué son humilité. Vous avez dit, il faut être humble face à la capacité de voler. Nous sommes humbles face aux défis techniques, défis technologiques que tous les jours nous devons relever. De temps en temps aussi les défis commerciaux que nous devons relever, puisque nous sommes dans l'ère de la modernité. Il nous faut aussi vendre nos avions. Nous avons aussi cette fidélité, donc cet attachement à Marcel Dassault et maintenant à Serge Dassault, qui lui a succédé comme héritier de cette tradition. L'intuition. Marcel Dassault était un homme d'intuition, c'était un ingénieur qui faisait de la technique, qui allait dans le détail, mais qui avait beaucoup d'intuition. C'était un homme d'affaires aussi, il ne faut pas l'oublier. Un homme d'affaires, c'est pour ça que j'ai parlé de commercial, mais c'était quelqu'un qui avait l'intuition de pouvoir se projeter dans l'avenir. Sa prudence, car nous avons toujours, de nos jours, quand on définit un nouvel avion, ce qu'on appelle la politique des petits pas. Nous innovons petit à petit, car nous devons faire face à la difficulté de toujours gagner en performance, toujours gagner en nouveaux challenges. Et je dirais que toutes ces valeurs que Marcel Dassault nous a léguées nous font penser à lui tous les jours. Il est mort en quelle année, Marcel Dassault ? Il est mort il y a 30 ans, 1986. Oui. En 1986, on avait l'impression qu'il était très présent parce qu'il n'était pas avare d'interviews, de présence dans les médias, etc. On peut dire qu'il était dans la société civile, notamment à travers son magazine Jour de France. Il était aussi producteur de cinéma. Bref, il était présent dans tous les secteurs. Mais ce qu'il passionnait, ce qui l'animait depuis toujours, et notamment depuis la grande période de l'équipement aéronautique dans l'entre-deux-guerres, c'était l'avion, bien entendu. Il avait ce génie-là. C'était non seulement son génie, mais surtout sa passion. Sa passion. Depuis, vous l'avez rappelé, qu'il avait vu passer un certain avion des frères Wright dans le ciel de Paris. Et cette passion ne l'a pas quitté. Même pendant les quelques années de l'après-Première Guerre mondiale, la fameuse Der des Der, où l'avion n'a plus été dans le domaine militaire développé pendant quelques années. Il a fallu le faire d'urgence juste avant la Deuxième Guerre mondiale, oui. et avec beaucoup de retard face à ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. La passion ne l'a jamais quitté. Et jusqu'au dernier moment, en 1986, il a vu, par exemple, non pas le Rafale voler, mais il a vu le Rafale dans le hall prototype à Saint-Cloud, le fameux Rafale qui aujourd'hui équipe les forces armées françaises. Donc le Rafale a eu la bénédiction du père Dassault, si je puis dire. Le Rafale, il l'a vu, il l'a touché. Il a donné ses conseils aux gens qui étaient au bureau d'études à cette époque-là. Vous avez parlé de ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. Il faut jamais oublier que Marcel Dassault a été déporté pendant la guerre et que de retour de déportation, là où tant ont été, et on peut les comprendre, anéantis, effondrés, lui a eu la force, l'invraisemblable énergie de relancer les choses et de mettre sur pied l'une des plus importantes entreprises industrielles françaises. Même pendant les pires moments de sa vie, qui ont été d'abord le fait qu'il ait été emprisonné puis déporté, il a toujours continué à dessiner des avions dans sa tête. Quand il était emprisonné, il continuait à les dessiner et puis après il déchirait les plans pour pas qu'on lui prenne, car n'oublions jamais, Marcel Dassault a refusé de travailler pour l'ennemi. C'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé à Buchenwald. Il en est sorti, et à peine sorti, dès les premières heures, alors qu'il était affaibli, très affaibli par la maladie et par cette déportation, il a déjà dessiné dans sa tête ce qui allait devenir les mythiques ouragans, Mystère, Mirage et Rafale. Alors ça a donné à la France une position de leader sur le marché de l'aéronautique militaire. Il ne faut pas oublier les avions civils chez Dassault aussi. Et ça, on en verra dans le spectacle. Vous allez mettre sous les yeux du public un certain nombre de grands avions, François Nicolas. Alors oui, c'est d'ailleurs une des grandes surprises de ce spectacle, parce que en fait, ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de spectacle au Grand Palais. Il y a beaucoup d'expositions, mais un spectacle au sens propre du terme, pur, ça fait très très longtemps. En fait, il faut imaginer le Grand Palais avec sa verrière,
qui est, lorsqu'on est à l'intérieur, on peut l'imaginer comme un cockpit d'avion. Alors ça, je vais laisser Bruno Cellier en parler, puisque c'est lui qui a conçu toute cette scénographie. Mais comment vous avez fait pour faire rentrer des avions dans le Grand Palais? Ça, c'est quand même un peu étonnant. Enfin, comment vous allez faire, d'ailleurs, parce que c'est pas encore réalisé. C'est pas encore réalisé. C'est pas encore fait, mais effectivement, nous avons la chance d'avoir un Mystère 20, qui est son nom de baptême. Faut expliquer ce que c'est. C'est un jet, un petit jet. C'est un jet, c'est un jet. C'est un Falcon, premier Falcon de la famille Dassault. Et puis nous aurons un Mirage 3. Et nous aurons bien évidemment un Rafale qui sera dans le paddock. Alors pour les faire rentrer, le Grand Palais est très grand, mais les portes sont pas si grandes, donc on est obligé de démonter les avions. Alors ils sont démontés à Istres. Donc ça veut dire que vous allez démonter, vous allez mettre les avions en pièces détachées, vous allez les faire entrer par les portes du Grand Palais, et ensuite vous allez les reconstruire à l'intérieur du Grand Palais. Voilà. C'est ça l'idée. Et tout ça en moins de 5 jours. Donc ça va être à peu près 120 personnes qui vont travailler. Et n'oubliez pas les 4 nuits. Et surtout 4 nuits. Nous allons travailler le jour et Bruno va travailler la nuit pour effectivement préparer tout l'encodage du spectacle qui va être assez compliqué, puisque nous aurons effectivement des effets laser, à peu près une quarantaine de vidéoprojecteurs de dernière génération. Je citais le maestro Karajan tout à l'heure, il a beaucoup fait pour la publicité de ces Falcons. Il faut dire que oui, il y a un certain nombre de stars mondiales qui pilotent leur propre jet d'assaut, faut dire ça. Oui, alors avant de revenir sur les Falcons, juste une petite anecdote. Marcel Dassault a toujours fait des avions civils et militaires, il en faisait avant la guerre. Et juste après la guerre, avant la guerre, par exemple, Daladier qui se rend à Munich, il se rend à Munich dans un Marcel Bloch 200. Quelle belle publicité. Quelle belle publicité. Et voilà. Et quand il sort des camps, le premier avion qui sera fait et qui volera après la guerre, c'est le Flamand, qui a été un avion de liaison, mais qui était un avion plus civil que militaire au sens du chasseur. La saga Falcon, elle démarre, c'est quand même là aussi un trait du génie de Dassault. Elle démarre avec Panam, c'est Lindbergh, encore un nom mythique dans l'histoire de l'aviation. Première traversée de Lindbergh l'Atlantique. Qui se promène en Europe et qui est un consultant avisé de Panam, visite Mérignac, voit le Falcon 20 et téléphone immédiatement au président de Panam et lui dit « I found the bird », j'ai trouvé l'oiseau qu'il vous fallait, et Panam achètera pratiquement 200 Falcons à Dassault, ce qui lancera réellement l'histoire de cette saga dans la saga que sont les Falcons. Quand j'étais moi-même et bien modestement tout jeune entrepreneur, je me rappelle que mon associé m'avait dit, parce qu'on était un peu débordé du jour au lendemain par beaucoup de commandes, il m'avait dit il faut respecter le point de vue de Marcel Dassault. Accepter d'abord les commandes et voir ensuite comment on peut les traiter. À quoi va ressembler ce fabuleux spectacle grand format, comme vous l'appelez, qui s'appelle La Conquête de l'air, sous la verrière du Grand Palais au mois d'avril? Eh bien, il nous reste un bon quart d'heure pour essayer de le savoir. C'est vous, Bruno Cellier, qui allez nous raconter un peu à quoi tout ça va ressembler. The Entertainer, la musique composée par Scott Joplin à l'instant sur Europe 1, et les auditeurs d'Europe 1 sont très chanceux en ce vendredi après-midi puisque Franck Ferrand vous fait découvrir en avant-première le grand spectacle dédié à la conquête de l'air que vous pourrez voir du 9 au 14 avril sous la verrière du Grand Palais. Je vous rappelle que la billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le www.conquêtedelair.com et vous recevez Bruno Cellier, directeur artistique, scénariste et metteur en scène de spectacle. Et on peut dire, chère Anissa, que le rideau tarde à s'ouvrir sur ce que va être ce spectacle, car pour l'instant, nous n'avons pas dit grand-chose. On a dit qu'il y aurait 3 avions. Bon, la belle affaire, c'est déjà pas mal, c'est un exploit en soi. Mais il faut dire que, comme toujours avec Amaclio, ça va être un spectacle à 360 degrés, sur 3 écrans que vous avez baptisés XXL. Ça veut dire quoi, XXL, François-Nicolas ? Ça veut dire 30 mètres de base et 18 mètres de haut. C'est ça. Et qui sont en plus motorisés. C'est presque des terrains de tennis, en fait. C'est presque ça. C'est même un peu plus grand. Même un peu plus grand. 3000 mètres carrés de projection à partir de 23 vidéoprojecteurs dont vous avez le secret pour avoir réalisé aux Invalides, à Avignon, maintenant à Saumur avec le Cadre Noir, les Écuyers de Saumur, des spectacles qui vraiment sont ébouriffants. Je l'ai souvent dit à ce micro, mais c'est étonnant ce que vous arrivez à faire. Et pour tout cela, il a fallu, Bruno Cellier, tourner des images, bien entendu. 5000 heures de tournage.
Oui, beaucoup de tournages et puis aussi de faire appel au savoir-faire de multiples professionnels qui avaient déjà tourné parce qu'on n'avait pas la possibilité bien sûr de faire des tournages aériens spécifiques. Et donc là, il y avait déjà une matière considérable. Après, il fallait chercher les bonnes images pour les intégrer à la narration. Et puis, beaucoup de tournages spécifiques liés au parti pris artistique lié à ce spectacle. Il y en aura un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire, si vous souhaitez des grands mythes, les grands mythes de l'aviation, Lindbergh, le passage du mur du son. Donc Lindbergh, c'est la traversée de l'Atlantique depuis les États-Unis jusqu'en France à bord du Spirit of Saint-Louis. Hein. Voilà. On est dans les années 1920. C'est un exploit absolument inouï pour l'époque. Et, ils sont venus, ils sont tous là. Il y a les Andes, l'aéropostale sont évoqués. L'aéropostale, bien entendu. sûr, On va parler de Mermoz, on va parler de Saint-Exupéry. Alors là, pour le coup, j'imagine, vol de nuit. Donc il y a tout ça. Si vous aimez le Grand Palais pour lui-même aussi, c'est l'un des acteurs principaux du spectacle. Imaginez les 4000 ampoules qui vont s'allumer pour 1909. La fait électricité est encore à ses débuts, lorsque le premier salon se déroule au Grand Palais. Donc des effets visuels époustouflants que nous permettent les techniques d'aujourd'hui. Si vous aimez la voltige des images d'avions de chasse à couper le souffle, on a dit le format des images, ont été tournées cet hiver, notamment par le champion du monde de voltige aérienne, des images totalement inédites qui seront projetées donc sur des écrans géants. Toutes des images aériennes avec les héros d'aujourd'hui, que sont le Rafale, des montures mythiques, des destins mythiques, des technologies particulièrement... Les avions, vous allez les mettre en scène ? J'imagine qu'ils sont pas seulement là pour faire de la figuration. Non, ils apparaissent ou par transparence avec des tulles, ou ils sont révélés par éclairage. Le Mystère 20 va bénéficier d'un traitement un peu particulier, puisque on va projeter sur lui une robe spécifique en 4K, donc en très haute définition. Lui, son habillage, ses habits vont évoluer au cours de la scénographie. Donc tout ça respire, descend, monte, s'éteint, s'allume pendant les 56 minutes de la narration. On dit un spectacle à 360 degrés, ça veut dire qu'on va être debout comme dans la cour des Invalides ? Oui, parce que vu la densité, la rapidité, le nombre de séquences, toutes différentes les unes des autres, il n'y en a pas une qui se répète dans ces effets. Si jamais tout le public devait être assis avec une grosse jauge, ça marcherait pas. Donc il faut vraiment une mobilité et seul le fait de pouvoir tourner sur soi-même rapidement permet d'apprécier le spectacle dans sa totalité. Au cours d'une émission que nous avions réalisée il y a 3 ans, je crois maintenant, au Palais des Papes à Avignon, j'avais dit que l'une des cordes à votre arc, Bruno Cellier, au-delà de cette capacité à créer du sensationnel visuel, c'est ce qui fait votre marque de fabrique, bien sûr. C'est aussi la qualité des textes. Alors, je ne vous demande pas ici de venir nous révéler le contenu même, le fondement de votre spectacle. Je ne vais pas vous demander de nous en donner la trame, mais tout de même, quelle est l'histoire que nous allons suivre, si je puis dire ? Ça commence quand ? Ça commence dès 1783 avec les Montgolfières ou plus tard ? Plus tôt. On arrive avec Icare. Ah, et voilà. Non, l'idée c'est il faut bousculer le public, à la fois le bousculer visuellement, on vient de l'évoquer. Juste un mot là-dessus, c'est-à-dire le public à la fois est spectateur, c'est-à-dire il regarde un spectacle, et à la fois, de temps en temps, il va être aux commandes d'un avion. Plusieurs séquences ont été faites de façon subjective, c'est-à-dire le public à la position du pilote, quand il va passer le mur du son, et d'autres événements plus ou moins dramatiques que vous découvrirez quand vous viendrez. Mais ça part d'Icare, parce que comme nous le disions au début de l'émission, le mythe continue à être à l'œuvre. Des enfants veulent continuer à voler, des vocations naissent en voyant évoluer qui un Rafale et qui des avions. Vous allez jusqu'à la conquête de l'espace ou vous vous arrêtez à l'air, à l'atmosphère ? Non, il fallait absolument parler de la conquête de l'espace. Ah oui, aussi. Donc elle est présente avec des images époustouflantes, pareil, du CNES et de l'aérospatial. Non, il n'y a pas grand-chose qui a été laissé de côté. On a essayé de mettre un peu tout le monde de façon esthétique, harmonieuse. On ne pouvait pas citer tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup de pans qui ont été laissés de côté. Donc ça va vite, ça va être ébouriffant, j'espère. Il fallait évidemment un mécène de taille pour gérer une affaire pareille. Et quelle est l'implication de Dassault Aviation dans ce spectacle, Éric Trappier ? On estime chez Dassault que finalement, nous faisons partie de cette histoire dès le début, puisqu'elle démarre... Pour nous, en 1916, c'est là qu'on date cette histoire avec la création par Marcel Bloch de son hélice éclair, hélice révolutionnaire, déjà tournée
vers l'aérodynamique, l'amélioration de la performance, qui va équiper le fameux SPAT-7 de Guynemer, justement. Et elle va jouer un rôle tout à fait important au moment de la bataille de Verdun, dont on va célébrer le 21 février prochain, le triste centenaire du déclenchement. Évidemment, on aura l'occasion d'en parler beaucoup. Mais donc, c'est vrai qu'en pleine Première Guerre mondiale, on voit déjà votre maison, si je puis dire, à l'œuvre. L'histoire des avions, l'histoire de Dassault s'inscrit parfaitement bien dans l'histoire de France, en réalité. Première Guerre mondiale, on a parlé tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre, la guerre froide et maintenant la paix chaude, on voit nos avions un petit peu partout. Donc c'est cette passion qui va être révélée au travers d'un spectacle fait d'ailleurs par des passionnés qui va nous révéler et nous inscrire dans cette histoire de l'aéronautique. Et on voulait marquer cette célébration de notre centenaire par un spectacle que nous aidons à se développer. Et en fait, c'est votre centenaire, cette affaire. On a envie d'aller le voir très rapidement, parce que nous aussi, nous sommes sevrés d'informations pour savoir ce que ça va être. Bon, le problème, c'est nous sommes 5 autour de cette table, il n'y a que 4 places. Je ne sais pas si ça va pas vous intéresser tellement, vous, Anissa, je vais me sacrifier, je sens bien qu'il y a des passionnés autour de la table. Vous avez d'ailleurs un message de Mike, un de nos auditeurs américains, qui envoie un message très fair-play en disant qu'il est très admiratif de Dassault. Une vraie réussite hors US, précise-t-il, parce que évidemment la plupart des réussites sont américaines. Ça doit être assez difficile, François Nicolas, de gérer un spectacle aussi gigantesque en si peu de temps, parce que vous nous avez dit vous-même que vous aurez quelques heures seulement pour installer cette énorme machinerie à l'intérieur du Grand Palais. Alors ce n'est pas un défi aussi important que la conquête de l'air, mais ça reste un vrai grand défi, puisque nous avons effectivement 5 jours, 4 nuits pour faire tourner à peu près 70 semi-remorques. Rendez-vous compte, 70 semi-remorques vont arriver dans le Grand Palais pour installer tout ça. Plus de 120 personnes qui vont travailler en 3-8 ou en 2-10 pour installer tout ça. On est obligé, parce que c'est assez étonnant, tous ces grands avions qui volent dans l'air et qui virevoltent dans l'air pèsent très lourd. Ils pèsent très très lourd, ils pèsent tellement lourd qu'on est obligé d'étayer toutes les galeries sous le Grand Palais pour pouvoir poser les avions. Vous avez eu recours à une musique originale, Bruno Cellier ? Oui, alors je pense que comme tout le monde connaît un peu la conquête de l'air et qu'elle a été l'objet de nombreux films, il y a certaines musiques qui sont restées inoubliables. Et je pense que ça aurait été un défaut que de les oublier. Donc il y a certains passages composés par des compositeurs de musique de film. Je pense à L'étoffe des héros et puis d'autres que je vous laisserai découvrir. Et puis, mais ce qui est très important, c'est quand même d'avoir une harmonie générale. Donc là, c'est Thierry Mallet, un compositeur nommé pour les Oscars, qui a été primé à la Mostra de Venise, qui est chargé donc de composer pour toutes les séquences spécifiques. On parlait de Verdun tout à l'heure. Il y a beaucoup de séquences totalement oniriques, c'est-à-dire qui correspondent à un véritable parti pris artistique et original. Et là, il fallait absolument la griffe d'un compositeur. Et c'est donc quelque chose aussi d'original d'avoir un grand compositeur qui compose spécialement pour un spectacle. Est-ce que tout est diffusé par image, etc., ou comme dans vos autres spectacles, ou est-ce qu'il y a carrément des figurants et des acteurs là sur place Non, non, pour des raisons à la fois de temps de répétition, mais l'humain est très présent dans l'image, mais les grands... dans le son, j'imagine, parce qu'il y a toujours les narrateurs, évidemment. Bien sûr, les voix et puis les images qui sont où l'humain est toujours très présent. Mais juste un petit mot par rapport à la vie de Marcel Dassault qui est tout à fait exemplaire et c'est une cure de jouvence. La conquête de l'air, c'est avant tout aussi une cure de jouvence, parce que il faut constamment se remettre en cause, innover, et la passion il faut rester jeune dans cette conquête de l'air tout le temps. Oui. Mais c'est une affaire de jeunes hommes, même si Marcel Dassault à la fin de sa vie était devenu un vieux monsieur. Mais il restait jeune très longtemps. J'allais dire, il était très jeune. Il était toujours jeune. Quelque part, oui, c'est vrai. Alors c'est une histoire aussi, mais ça nous n'aurons évidemment pas du tout le temps de développer ça cet après-midi, puis ça n'est pas l'objet. C'est une histoire aussi qui met en jeu la stratégie, la politique internationale, les évolutions géostratégiques, qui met en jeu un facteur humain essentiel. Et on a parlé des drames. Il y aura des drames quand même. Vous montrerez le sacrifice quand même de certains, bien sûr. Avec un hommage aux pilotes d'essai notamment, et puis des grandes batailles aériennes qui sont présentes également. Disons les choses, dans la conquête de l'air, il n'y a pas que du beau, il y a les zones d'ombre, mais ça fait partie de la vie. Bien entendu. Et puis ça fait partie de la grandeur de ces conquêtes de l'air. Exactement. C'est ce qui donne aussi cette épaisseur à ce mythe. Je pense que nos auditeurs auront compris que le spectacle qui va se donner du 9 au 14 avril sous la verrière du Grand Palais est un spectacle grand format. Il s'appelle tout simplement La conquête de l'air et nous sommes très fiers de vous dire que c'est un spectacle européen. Et dans un instant, nous restons dans les airs puisque Franck Ferrand vous répondra à la question d'Olivier qui veut en savoir plus sur les origines des avions.
cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question d'Olivier par mail sur europe1.fr. Il voudrait connaître les origines des avions. Et c'est sans doute la première fois, Anissa, que je me dis qu'un retour aux origines aurait été mieux placé en début d'émission qu'en fin. Oui, Alors, forcément. grâce à la question d'Olivier, je vais faire l'introduction de cette émission et puis vous la remettrez dans l'ordre. Hein, c'est Voilà. ça, vous trierez, vous ferez ça dans du votre ordre. montage. Alors, on a parlé d'Icare, je vais pas y revenir. On n'a pas parlé de Léonard de Vinci, mais d'ailleurs, au-delà de Léonard, il faudrait dire qu'un certain nombre d'ingénieurs de la Renaissance ont imaginé des machines volantes, etc. Je n'y reviens pas. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la conquête de l'air commence véritablement, avec bien sûr les frères Montgolfier en 1783, lorsqu'ils font voler leur premier ballon à air chaud. Au même moment, Jean-Charles crée le premier ballon à gaz, ce qu'on a parfois tendance à oublier, qui est absolument essentiel en vérité. L'homme va donc s'élever dans l'atmosphère, mais enfin, pour l'instant, il ne contrôle pas la trajectoire. C'est une aventure de monter dans un ballon. Au 19e siècle, les inventeurs vont décider de faire voler des engins plus lourds que l'air. C'est ça, la grande histoire. On remplace à ce moment-là la force musculaire de l'homme par une autre force motrice. Le véritable précurseur de l'aviation, c'est un Anglais. Il s'appelle George Kelly. Il découvre les principes de base de l'aérodynamique et c'est lui qui va comprendre l'importance de la résistance à l'air et donc du décollage des avions plus lourds que l'air. Il est le premier à faire piloter un planeur. Bien sûr, et vous me permettrez de ne surtout pas oublier cet épisode fondateur, c'est un Français, c'est Clément Ader qui en 1890 réussit à faire voler une machine équipée d'un moteur. Alors on a eu l'occasion beaucoup d'épiloguer à ce même micro sur oui ou non est-ce que Clément Ader a décollé. Il semblerait qu'à une vingtaine de centimètres du sol, il ait réussi à faire 50 mètres. C'est plus un grand bond qu'un vol, mais enfin c'est un tout petit vol, c'est le premier vol d'une certaine manière. C'est lui en tout cas qui, s'inspirant du latin avis qui désigne l'oiseau, va baptiser sa machine avion. Il dépose le terme, bien que les appareils civils, pendant très longtemps encore, s'appellent des aéroplanes. Et puis quelques années plus tard, en 1903, les frères Orville et Wilbur Wright vont réussir, après de multiples prototypes de planeurs, leur premier vol motorisé sous contrôle. Bon, ça, on ne peut pas leur retirer, c'est incontestable. Leur distance de vol, 36 mètres, en 12 secondes, on peut mieux faire, mais il fallait déjà le faire d'une certaine manière. Après ça, vous reprenez le début de l'émission et tout sera